Merci beaucoup. Merci Barbara. Et merci à tous pour m'avoir invité et aussi pour être présent. Alors, je vais essayer de faire quelque chose de très difficile. Ce soir, je vais essayer de mettre l'idée de la liberté d'expression dans le contexte historique le plus large possible. D'abord, un commentaire. Vous savez, nous avons cette idée intrinsèque aux droits de l'homme que tous les droits se valent en quelque sorte. Mais ça ne se peut pas parce qu'un droit peut entrer en conflit avec un autre. Et quand les choses entrent en conflit, elles doivent être hiérarchisées. Donc cela signifie qu'il doit y avoir une hiérarchie de droits, tout comme il y a une hiérarchie de responsabilités. Et il nous appartient de déterminer la nature de cette hiérarchie et de déterminer également ce qui forme, disons, le droit souverain. Vous pourriez penser que c'est une problématique moderne qui ne concerne que les pays qui ont formalisé les droits de l'homme, par exemple. Mais pas du tout. C'est un incroyablement vieux problème. Car il n'y a pas de différence entre déterminer la hiérarchie de vos droits et déterminer comment réussir à vivre ensemble. C'est exactement le même problème. L'un est juste exprimé sous une forme juridique, et le problème de savoir comment vivre ensemble de la façon la plus productive qui soit, tout bien considéré, est aussi vieux que l'humanité. En fait, je dirais même plus vieux que ça parce que c'est le même problème qui tourmente les animaux sociaux, jusqu'à loin dans la chaîne phylogénétique. C'est un problème incroyablement ancien. Il y a longtemps, quand j'ai commencé à penser sérieusement, j'essayais de m'intéresser à ce que j'ai plus tard identifié comme un problème postmoderne. Et ce problème, c'était à la fin des années 70 et au début des années 80, quand la guerre froide battait son plein, parce qu'elle a culminé en 62, puis vers 84. À cette époque, les gens étaient terrifiés par l'issue possible de cette guerre froide, et pour de bonnes raisons. Et j'étais curieux à ce sujet. J'étais extrêmement curieux. Ça m'obsédait. Je ne pouvais pas comprendre deux choses. Je ne pouvais pas comprendre pourquoi le monde s'était divisé en deux visions opposées, pourquoi cela a pu se passer, et aussi pourquoi ces deux visions étaient si importantes pour les gens, au point de vouloir s'armer jusqu'aux dents et bien au-delà, et de risquer une annihilation mutuelle massive pour résoudre le conflit entre deux façons de voir le monde. Et j'étais curieux. Ma première question, c'était: est-ce là les deux seules façons de voir le monde? Parce qu'on pourrait penser, ouais, il y a une infinité de façons de vivre dans le monde. C'est une idée de relativisme moral, et il y a évidemment du vrai là-dedans, puisque les gens ont différentes professions, ils ont différentes attitudes, etc. Ils diffèrent dans leurs opinions politiques, et donc évidemment il y a beaucoup de façons de prospérer dans le monde. Et donc une certaine latitude est nécessaire vis-à-vis de ce qui constitue votre axiome fondamental. Mais il y a une question plus profonde, et c'est une question vraiment profonde. Je pense réellement que c'est la question à la base de la problématique postmoderne, qui est: y a-t-il ou non une sorte de méta-façon de penser? Disons une façon de penser primordiale qui pourrait unifier les gens d'une façon fondamentale. Et donc j'étais curieux. Est-ce que ces deux façons arbitraires de voir le monde étaient autant valables l'une que l'autre, et nous nous serions battus parce que nous ne le savions pas, et qu'il n'y avait pas d'autre façon de les confronter? Ou bien est-ce qu'il y avait quelque chose de plus profond en jeu? Était-ce possible que l'un ou l'autre de ces systèmes soit fondamentalement correct? Et je le pense sincèrement aujourd'hui, que j'ai abordé ce thème et ces questions avec un esprit aussi ouvert que possible. Parce que je voulais vraiment trouver la réponse. Parce que bon, il me semblait que la question fondamentale pour laquelle on a disputé toute une guerre froide à son propos devait être la question fondamentale. Et c'était la question sur laquelle tous les esprits devaient être concentrés. Alors j'ai commencé à étudier en profondeur cette question précise. La première question était: de quoi sont faites les convictions? Qu'est-ce que c'est exactement? De quoi parle-t-on quand on parle de conviction? Qu'est-ce que ça signifie d'avoir des convictions? Comment se structure-t-elle? C'était donc une question psychologique plutôt qu'une question politique ou économique. Et ça m'a pris longtemps à comprendre, parce que je ne savais pas si la question fondamentale serait sociologique, ou politique, ou économique, ou psychologique. Elle s'est avérée être psychologique, et peut-être aussi spirituelle. C'est une autre façon d'y réfléchir. Et
Si on pouvait décortiquer une conviction, qu'est-ce qui constituerait une conviction plausible? Qu'est-ce que ça signifie qu'une conviction soit plausible? Je peux vous donner une bribe de réponse à ce propos que j'ai apprise de Jean Piaget, le psychologue du développement. Brillant, un théoricien brillant, un vrai génie. Il s'est intéressé à la façon dont les enfants organisent leurs jeux. Et il voyait l'organisation des jeux par les enfants comme précurseurs des interactions entre adultes. Il a fait des observations vraiment intéressantes sur les jeux, spécialement quand les enfants jouent à faire semblant. Ce sont des jeux qui sont pas mal sophistiqués parce que les enfants y jouent ensemble. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils jouent une simulation du réel. Ils peuvent jouer à papa-maman, par exemple, et se réunissent et distribuent les rôles à chacun. Ensuite, ils jouent tous leur rôle et ils font cela pour simuler quelque chose d'important auquel ils devront s'adapter plus tard. Piaget a observé plusieurs choses. Il a remarqué que les enfants qui jouent peuvent jouer en groupe. Oh, merci beaucoup. Ils peuvent jouer un jeu en groupe, mais si vous les sortez du groupe et vous leur demandez quelles sont les règles du jeu, ils ne savent pas. Ils ne peuvent pas formuler les règles du jeu. Pourtant, si vous les mettez ensemble, ils peuvent jouer au jeu. Et je me suis dit, oh mais c'est exactement comme les adultes. Vous voyez, parce qu'on n'aurait pas besoin de psychologue, sinon nous serions déjà tous transparents vis-à-vis de nous-mêmes. Ça signifie donc que quand on se réunit et quand on joue à un jeu comme celui que nous jouons dans cette pièce, par exemple, nous pouvons tous jouer le jeu quand nous sommes ensemble. Mais si on nous amenait dehors et on nous demandait « alors c'est quoi les règles ?», nous serions incapables de les formuler. Alors je me suis dit, ça veut dire que ces règles ont évolué. Dans le sens premier, elles ont évolué dans une compétition comportementale. Et j'ai pensé, ça ressemble beaucoup à ce qui se passe chez les animaux. Si vous regardez comment un groupe de chimpanzés est organisé, ou une meute de loups, ou n'importe quel groupe d'animaux sociaux, jusqu'à loin dans la chaîne phylogénétique, ils doivent interagir les uns avec les autres de manière à favoriser la survie du groupe. Parce que sinon, ils meurent tous, évidemment. Donc ça sert les individus dans le groupe, tout en leur offrant à chacun une certaine liberté d'action. Donc il y a un ensemble de règles implicites qui régissent la manière dont les créatures interagissent, ou sinon elles ne survivent pas. Et Piaget est aussi arrivé à la même conclusion concernant les jeux d'enfants. Et c'est là qu'il a fait une distinction qui est tellement cruciale, parce que Piaget était en fait intéressé à combler le fossé entre la science et la religion. C'était sa motivation fondamentale, bien que très peu de personnes savent ça. Il était motivé à combler le fossé entre la science et l'éthique. Et il s'est intéressé à comment l'éthique évolue en un concept, puis en quelque chose qui soit applicable pratiquement. Il a fait des remarques très intéressantes au sujet des jeux. Il a dit, bon, qu'est-ce qui constitue un bon jeu? Eh bien, une règle serait que tout le monde joue de son plein gré. Ce serait un très bon jeu. Et il a fait une autre affirmation qui était plutôt cool et qui était, imaginez que vous avez un jeu A et un jeu B qui sont en compétition pour atteindre un but. Dans le jeu B, les gens seraient forcés de jouer et dans le jeu A, les gens joueraient de leur plein gré. Et vous suivez leurs résultats au fil du temps quant à leur avantage compétitif. Le jeu où les gens joueraient de leur plein gré gagnerait parce que les joueurs n'auraient pas à gaspiller des efforts pour faire appliquer les règles. Et j'ai pensé, oh mon Dieu, mais c'est tellement brillant. C'est brillant parce qu'on peut y voir l'émergence d'une éthique. Et pas une éthique qui serait construite rationnellement. En fait, c'est une éthique qui naît de bas en haut. Le philosophe Friedrich Nietzsche a aussi montré que notre éthique était née de bas vers le haut. Ça n'a pas été rationnel, ça ne venait pas du haut vers le bas. Ce n'était pas une illumination, bien que les Lumières ont pu codifier ça, en tant que partie d'un processus de codification qui s'est passé sur une très longue période de temps. Et donc, j'ai lu d'autres choses, par exemple, sur la façon dont les animaux organisent leur groupe. Ça a été plus tard, mais c'est pertinent pour notre sujet d'aujourd'hui. Le primatologue Franz de Waal, par exemple, a cherché à comprendre ce qui maintenait les groupes de chimpanzés stables au fil du temps. Et vous savez, on s'imagine que les groupes de chimpanzés sont menés par le plus dominant et le plus puissant des mâles, que le plus agressif et cruel et tyrannique des chimpanzés domine. Mais ce n'est pas du tout ce que Frank de Waal a découvert. Ce qu'il a découvert, c'est que ce genre de groupes de chimpanzés ont des meneurs qui finissent leur vie très violemment. Parce que le singe numéro 1 peut bien être très tyrannique, 2 singes moins forts peuvent quand même le battre. Et ils le font. Les chimpanzés sont incroyablement brutaux et très très forts. Et donc, les groupes de chimpanzés tyranniques sont instables. C'est une découverte majeure, parce que ça permet d'envisager que l'éthique sur laquelle les États fonctionnels sont fondés est bien plus profonde qu'une simple histoire ou une simple logique. Et c'est une possibilité excitante, parce que cela signifie qu'il pourrait y avoir quelque chose à la base de notre éthique, qui est vraiment là.
Ce n'est pas juste un récit arbitrairement construit, ce n'est pas juste une façon parmi tant d'autres de vivre dans ce monde. Et je voudrais dire quelque chose que j'ai essayé d'esquisser partiellement dans mon livre 12 Rules for Life et plus en détail dans Maps of Meaning et dont j'ai déjà la preuve. C'est qu'il y a une éthique convergente qui émerge de la base vers le haut à travers les époques de notre évolution, à travers des millions d'années, à travers des centaines de milliers d'années, à travers des dizaines de milliers d'années, à mesure que les gens apprennent comment se comporter de manière à survivre, en tant qu'individu maintenant, et dans une semaine, et dans un mois, et dans un an. Donc ça doit pouvoir se répéter à l'infini, pour survivre et permettre à leur famille de survivre, pour survivre et permettre à leur famille de survivre, et à sa communauté aussi, et ce, à travers toutes les époques. Tout ça représente un ensemble de contraintes extrêmement exigeantes. Alors, il y a peut-être un très grand nombre de façons d'interpréter le monde, comme les postmodernes le disent, mais il n'y a pas un très grand nombre de façons d'exister avec succès dans le monde. En fait, c'est incroyablement limité. C'est limité par la nécessité que tous jouent volontairement un jeu répétable à l'infini. Et c'est une limite très contraignante, comme ceux ici qui sont mariés le savent. Pas vrai ? Je le pense vraiment, et définitivement, parce que le mariage, c'est un jeu d'équilibre très intéressant. Parce que il doit être bon pour vous, et il doit être bon pour votre épouse. Mais il doit être également bon pour le couple. Ce qui est peut-être plus important que pour chacun d'entre vous individuellement. Et il doit être aussi bon pour les enfants. Et ça doit fonctionner dans la société. Et ça doit être quelque chose que vous pouvez jouer à chaque moment, chaque heure, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. Et vous savez parfaitement que vous ne pouvez pas vous écarter beaucoup de ce chemin droit et étroit si vous voulez jouer ce jeu. Parce qu'il y a juste trop de chemins qui mènent à des problèmes. Et il y a bien plus de façons d'avoir des problèmes que de façons de ne pas en avoir. Voilà, c'est le premier point. Donc voilà l'idée. Imaginez que l'éthique émerge de la base vers le haut à mesure qu'on apprend à s'organiser dans les sociétés viables de plus en plus complexes. Et on ne sait pas ce qu'on fait. Ok, mais alors, ce qui se passe, parce que nous sommes terriblement curieux et que nous avons une conscience de soi, c'est que nous commençons à élaborer des récits sur nos manières d'agir. Et ces récits peuvent prendre deux formes. L'une concerne les structures dans lesquelles nous existons. Et ce sont des histoires à propos des gens, parce que toutes les histoires parlent des gens, n'est-ce pas ? Parce que nous vivons dans un monde social et vous ne verrez jamais un film ou vous ne lirez jamais un livre qui ne parle pas de la société. Et ça n'a rien d'étonnant parce que la société est notre environnement, donc les récits portent sur la société. Comment les sociétés réussissent ou échouent et comment les individus dans ces sociétés réussissent et échouent. Parce que ce qu'on essaye de faire, c'est de se voir nous-mêmes, je le répète, à travers des durées gigantesques. On essaye de voir comment est-ce que nous agissons quand nous agissons correctement et se rendre compte comment le faire en tant qu'individu. Et le premier moyen de le faire, c'est de l'exprimer dans des récits. C'est à ça que servent les récits et la grande littérature. C'est pour ça qu'il y a des grands méchants et des grands héros. Parce que nous voulons savoir comment être un grand héros, à moins de vouloir devenir un grand méchant. Et si vous voulez devenir un grand héros, vous pouvez apprendre à travers les grands méchants comment il ne faut pas agir. Donc on a des représentations incroyablement sophistiquées qui émergent de ce processus. Elles prennent des formes archétypales, comme par exemple le modèle des frères ennemis, qui est présenté dans le christianisme par l'opposition entre le Christ et Satan, ou entre Caïn et Abel. C'est l'idée du héros qui prospère dans le monde social et qui amène le renouveau dans le cosmos, pour ainsi dire, face à son ennemi mortel. Et c'est exactement ce qu'on a besoin de savoir. Et encore une fois, ce n'est pas un ensemble de propositions arbitraires, c'est basé sur l'observation des modèles de comportement qui réussissent et qui échouent sur des périodes de temps très longues. Donc il y a une base comportementale et il y a la représentation narrative de cette base. Et les deux choses commencent à interagir parce qu'une fois que vous disposez du théâtre et de la littérature, vous pouvez en apprendre quelque chose et modifier votre comportement. Et votre éthique devient transposable. Et c'est ce qui arrive ensuite, c'est que les penseurs qui ont maintenant la couche comportementale et la couche de représentation devant eux, l'éthique pratique, l'éthique comportementale plus sa représentation narrative, prennent du recul par rapport à ça, spécialement si c'est de l'écrit. C'est pour cela que des ouvrages comme la Bible sont si importants, parce que les schémas narratifs sont maintenant couchés sur papier, qu'on peut prendre du recul dessus grâce à notre conscience et qu'on peut commencer à analyser les règles qui y sont contenues. On peut voir ça apparaître d'une certaine façon dans l'histoire de Moïse. En fait, c'est ce qui est mis en avant, entre autres, dans l'histoire de Moïse. Parce que Moïse mène son peuple à travers le désert et observe comment il se déchire et comment il se comporte. Et tout ça est très dramatique. Et soudain, il a cette formidable révélation qui est « C'est ainsi que nous agissons déjà ».
Donc ce qui se passe, c'est que les règles sont codifiées sur la base de l'observation des schémas existants qui fonctionnent déjà. Et c'est une transformation de la conscience. À ce point, vous avez votre éthique, qui est plus profonde que tout ce que vous pouvez imaginer, qui commence à être formulée dans le corpus juridique. Et c'est le point à partir duquel on a de la vraie philosophie à la base de notre corpus juridique. Ça ne s'appelle pas le corpus juridique pour rien. Et donc, je me suis dit que c'est juste incroyable d'avoir observé cela, de penser à ce processus du bas vers le haut. Alors je me suis mis à lire beaucoup de mythologies religieuses et je suis tombé sur ce modèle qui a été développé précisément par un Roumain, Mircea Eliade, qui était un grand spécialiste des religions et qui a écrit un livre vraiment remarquable, qui contient un historique des idées religieuses que je vous recommande vivement. Et il y parle de cet intéressant modèle sur lequel je suis tombé dans d'autres textes sur la mythologie et dans des histoires religieuses, qui était la bataille des dieux dans le ciel à travers les époques. Une autre chose que Eliade a souligné, c'est que si vous regardez le développement des systèmes religieux, par exemple le développement des systèmes religieux qui ont dominé la Mésopotamie, quand ces tribus mésopotamiennes se sont réunies, imaginez que chacune de ces tribus avait son propre dieu, ok? Et lorsqu'elles se sont réunies, ça a été terriblement violent, parce que vous savez ce qui arrive lorsque des peuples avec des différents dieux se retrouvent ensemble. C'est moche, c'est très moche. Et ce n'est pas étonnant, parce qu'ils ont tous une éthique, et ils vivent avec cette éthique qu'ils utilisent pour structurer leur monde. Mais les éthiques entrent en conflit. Donc, ce qui se passe au niveau civilisationnel, c'est qu'il y a sans cesse une négociation, une transformation cognitive au sein de chaque population, mais cela est représenté à travers les époques comme une bataille entre les dieux qui représentent les différentes tribus dans le ciel. Et au fil du temps, tous ces dieux s'organisent entre eux dans une hiérarchie où un seul dieu finit au sommet. Et ce dieu est le dieu suprême. Et alors, ces sociétés, comme celle de Mésopotamie ou celle de la Grèce antique, pensent que leur souverain est la personne qui incarne et se comporte comme le dieu souverain. Vous pourriez vous demander d'où vient le concept de souveraineté, si ce n'est pas juste de la force brute, et ça ne l'est pas, parce que la force brute ne fonctionne pas, il doit y avoir une autre origine. Quel est le fondement de la souveraineté? Quel est le fondement de l'autorité? Pas du pouvoir, de l'autorité, de la compétence, de l'autorité. Comment cela se met en place? Ça se met en place par la bataille entre les systèmes d'éthique qui sont représentés dans un langage religieux et à travers de vastes périodes de temps. Et ces sociétés, de dieux pourrait-on dire, se sont organisées en une hiérarchie avec un seul dieu souverain. Et en fait, c'est ce qui est exposé dans le Enuma Elish, par exemple, qui est le plus ancien récit de la création que nous ayons, et qui est dérivé du même, comment pourrais-je dire, du même substrat culturel que les histoires dans la Genèse, par exemple, bien que cela soit une variante. Les Mésopotamiens avaient leurs différents dieux agrégés en un parce qu'ils étaient menacés par l'inconnu. C'est ce qui est décrit dans le mythe de la création mésopotamienne. L'inconnu donne naissance aux dieux. Ils étaient devenus désunis et commencèrent à rivaliser. Alors l'inconnu décida de les détruire. Encore une fois, comme Dieu qui détruisit le peuple de Noé dans le déluge. C'est la même idée. Il y a une idée là-dedans, et cette idée est que nous émergeons de l'inconnu. Et nous sommes constamment sous sa menace. Pas seulement en tant qu'individu, mais aussi en tant que groupe. Et ça signifie que nous devons comprendre ce qui devrait nous guider pour continuellement faire face à l'inconnu et l'emporter. Et donc, ce qui s'est passé en Mésopotamie, c'est que tous les dieux se sont réunis en assemblée. Et pour faire simple, ils ont élu un nouveau dieu. C'est une nouvelle sorte de dieu. Son nom est Marduk. Il a des yeux tout autour de la tête. Donc, il est attentif. Ce n'est pas la même chose que réfléchir, c'est différent l'attention. C'est la même chose que les Égyptiens représentaient et vénéraient avec l'œil d'Horus. L'idée que ce que vous devriez faire si vous voulez survivre dans ce monde, si vous voulez jouer à un jeu auquel tout le monde peut participer volontairement, alors vos yeux ont intérêt à être bien ouverts parce que c'est ça qui va vous sauver, l'attention. Et l'autre chose que Marduk a fait, c'est qu'il a prononcé des mots magiques. Quand il a parlé, le ciel de la nuit est apparu, le ciel du jour est apparu. Donc les Mésopotamiens avaient compris, dans leur grande histoire religieuse, que le Dieu souverain fondamental était celui qui prête attention et dit la vérité. Et ça, c'est pas rien. Ça, c'est pas rien. Ce n'est pas quelque chose pour lequel on punit les gens. C'est l'idée la plus profonde que l'humanité ait jamais eue. Elle est développée en détail dans la Genèse de l'Ancien Testament. C'est l'idée fondamentale de la Genèse, selon laquelle Dieu utilise le Logos, la parole de Dieu, pour concrétiser les possibles. C'est ce à quoi nous devons tous nous confronter, les possibles, pas vrai? Vous le savez. Vous savez que le futur n'est pas formé. Vous avez un potentiel en vous qui peut se réaliser et il y a un potentiel qui caractérise le futur. Et vous l'embrassez avec les yeux ouverts et des paroles de vérité. Et c'est ce qui se passe dans la Genèse, où Dieu utilise le logos, c'est-à-dire la parole de vérité, pour transformer les possibles précosmogoniques en un ordre habitable. Et Dieu vit que c'était bon. Il y a un indice là.
Parce qu'on pourrait se demander, ouais, est-ce que l'ordre habitable est bon? Parce que la vie est très difficile. C'est une vraie question de savoir si l'ordre dans lequel on vit est bon. Mais la réponse, dans l'Ancien Testament, c'est que si ce sont des paroles de vérité qui font apparaître l'ordre, alors cet ordre sera bon. Et ça c'est vraiment quelque chose, mec. C'est vraiment quelque chose à comprendre. C'est une présupposition théologique fondamentale, que la façon de transformer les possibles sur lesquels repose le cosmos en un ordre qui permet à chacun de prospérer, c'est en utilisant une parole de vérité. Et ça serait super important si c'était le cas, non? Et le truc, c'est que vous savez que c'est le cas. Vous le savez. Parce que vous ne vous admirez pas lorsque vous mentez. Vous vous admirez dans ces rares moments de votre vie où vous pouvez vous tenir droit et dire la vérité, quoi qu'il en coûte. Et si vous montrez ce même respect envers les autres personnes, si vous les traitez comme s'ils étaient le lieu de la parole divine qui transforme les possibles en un ordre habitable, alors ils vous apprécieront, et peut-être même ils vous aimeront, et vous serez amis, et vous pourrez travailler ensemble, et coopérer avec eux, et vous mesurer à eux. Donc non seulement c'est l'axiome fondamental qui régit votre relation à vous-même, mais c'est aussi l'axiome fondamental qui régit vos interactions avec les autres. Parce que si vous ne leur faites pas cet honneur de présupposer de leur droit naturel, parce que l'idée que vous avez un droit naturel est l'idée que vous avez une sorte de valeur intrinsèque. Si vous traitez les gens comme s'ils n'avaient pas de cette valeur intrinsèque, ils vont vous en vouloir, même s'ils ne savent même pas pourquoi. Parce que tout le monde veut être traité comme quelqu'un ayant son libre arbitre, comme quelqu'un qui confronte les possibles et qui est capable de faire des choix moraux. Tout le monde pense qu'il devrait être récompensé lorsqu'il fait bien les choses, et peut-être aussi puni quand il fait mal les choses. C'est ce que tout le monde désire et tout le monde le sait. Donc, bon, qu'est-ce que tout ça a à voir avec la liberté d'expression? Oui, bah exactement, oui, tout, c'est juste. La liberté d'expression, ce n'est pas parler librement. Vous savez, les gens pensent que la liberté d'expression est quelque chose d'accessoire dans la vie. Ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas la possibilité de dire la vérité au pouvoir en place, bien que ça en fasse partie. Ce n'est pas que ça, c'est bien plus que ça. La liberté d'expression est ce qui nous permet de penser. Et on ne pense pas par la réflexion, dans le sens qui est utilisé dans le récit de la Genèse pour, disons, créer le cosmos. Ah, j'ai oublié de préciser, c'est parce que nous sommes créés à l'image de Dieu, hommes et femmes, que nous avons cette valeur fondamentale qui est au cœur de cette idée de droit naturel. Donc on ne pense pas grâce à notre réflexion, mais par la parole. Et la raison à cela, c'est que bon, premièrement, aucun d'entre vous ne peut vraiment penser. C'est vraiment difficile de penser. Vous devez être entraîné comme un malade pour penser. Vous devez être capable de vous diviser intérieurement en plusieurs personnes différentes avant de laisser ces personnes se livrer une guerre dans votre tête. Ça signifie que vous devez développer des personnages qui ont des opinions très précises et qui peuvent être contraires aux vôtres. Et vous devez supporter la tension qu'il crée en se confrontant. Vous ne pouvez voir cette pensée que dans la grande littérature, comme chez Dostoïevski, qui est un maître absolu en la matière. Vous pouvez penser un petit peu, mais généralement, vous êtes partial, et vous avez des biais cognitifs, et vous voyez les choses comme vous les voyez, avec des lacunes énormes, et vous êtes atrocement ignorant. Vous ne savez juste pas penser, mais vous savez parler. Et c'est ça le truc. Si vous parlez, les autres vont vous corriger. C'est ça le truc. Et tout ça, c'est penser. Donc, si vous vous levez pour dire quelque chose et que vous le formulez bêtement, ce qui se passera forcément, ignorant que vous êtes, les gens vont vous signaler vos erreurs. Et de cela, vous apprendrez. Et ainsi, tout le monde peut penser. Ce qui signifie aussi que, pour être libre de parler, même pour dire la vérité, il faut être libre d'être stupide, ignorant, malveillant et acerbe. Parce que c'est ce que vous êtes. Vous l'êtes parce que vous êtes imparfait. Alors cette idée qu'on ne peut pas utiliser sa liberté d'expression si c'est offensant, c'est juste... C'est une idée qui est tellement... On ne sait pas si sa naïveté surpasse sa malveillance. C'est une vraie lutte pour savoir lequel des deux est pire que l'autre. Je dirais la malveillance. Parce que ça attaque quelque chose qui est si fondamental. Parce que bon, bien sûr, ceux qui parlent librement vont être offensants. Je veux dire... Est-ce que vous avez déjà eu une sérieuse discussion avec quelqu'un? Je parle d'une discussion vraiment sérieuse. Le genre de discussion que vous pourriez avoir avec votre femme pour déterminer si votre mariage va survivre. Ou avec vos enfants qui auraient fait quelque chose qui pourrait vraiment nuire à leur futur. Une discussion des plus sérieuses. On ne peut même pas commencer à parler sans être offensant. On ne peut même pas commencer à parler sans s'offenser soi-même dans une telle conversation. Vous ne voulez même pas vous avouer à vous-même ce que vous ressentez ou ce que vous pensez. Si vous pensez avoir une discussion difficile sans offenser personne, ça signifie juste que vous n'avez pas une conversation difficile. Parce que bon, une conversation facile par définition, personne ne s'énerve pour ça. Il n'y a pas de vrai problème. Il n'y a pas de vrai désaccord. Il n'y a pas de problème concret à résoudre.
C'est juste banal comme une discussion sur le dernier match, c'est sans conséquence. Si vous devez avoir une discussion sur un sujet vraiment important, et vous savez, le monde est fait de ce qui a de l'importance, c'est bien de s'en souvenir. Si vous devez avoir une discussion sur un sujet important, si vous devez vraiment en parler, tout le monde sera offensé. En particulier s'il y a quelque chose de pourri au royaume du Danemark, et que vous êtes celui qui le fait remarquer. Donc, dites-vous que la liberté d'expression, ce n'est pas juste de dire ce que vous pensez au pouvoir, c'est votre capacité à tracer votre destinée dans le monde. Et c'est même plus que ça. Même si c'est déjà suffisamment important parce que, vous le savez, la vie est dure. Et si vous ne réfléchissez pas à mesure que vous avancez dans la vie, vous allez avoir des soucis. Pas de doute là-dessus. Parce que c'est à ça que ça sert de penser, à vous empêcher de subir plus de catastrophes que nécessaire. Mais c'est un exercice terriblement difficile, alors si ce processus est perturbé, le problème n'est pas de plus pouvoir s'exprimer face au pouvoir. C'est que vous ne pouvez plus agir dans ce monde d'une manière qui vous permette d'éliminer une souffrance infernale, inutile et sans fin. Et pas seulement pour vous, mais pour vous et votre famille et votre communauté. Alors les ennemis de la liberté d'expression sont les ennemis du processus qui transforme les possibles en ordre habitable. Ce sont les ennemis du principe divin. Et pire encore, ils sont leurs propres ennemis. Parce que ce n'est pas « ouais, bon, certains d'entre nous croient en la liberté d'expression et d'autres pas ». C'est beaucoup plus profond que ça. Si vous ne croyez pas en la liberté d'expression, alors vous ne croyez pas en la divinité implicite de l'humanité et vous ne croyez pas en la souveraineté individuelle. Vous ne croyez même pas en la souveraineté en tant que telle. Vous êtes totalitaire, ce qui signifie que vous vous attribuez tous les pouvoirs divins. Et on sait où ça mène, peu importe que ce soit de droite ou de gauche. Si on a un peu de bon sens et qu'on regarde l'histoire du XXe siècle, on sait exactement où ça nous emmène. Et on peut facilement décider de ne pas y aller. Alors, quand nous voyons quelqu'un comme Raif qui est emprisonné par une dictature répréhensible, que nous avons le culot d'appeler notre allié, ce que nous voyons, c'est un système qui n'est pas seulement inflexible sur la destruction d'un innocent et d'un homme bien, mais directement antithétique à tout ce que nous avons tous, nous et nos sociétés, mis en avant comme nécessaire à l'amélioration continuelle de l'être en lui-même. Alors bon... J'ai été absolument navré par la faible réaction du monde occidental face aux attaques des totalitaires sur notre liberté d'expression. Ce qui s'est passé avec Salman Rushdie fut une très grosse erreur. Parce que ce n'était pas Rushdie, c'était la tradition de la liberté d'expression artistique en Occident. Et pas seulement en Occident, c'était la tradition de la liberté d'expression artistique sur laquelle le cosmos est correctement établi. C'est de cela qu'il s'agissait. Et nous nous sommes tous inclinés sans la moindre résistance. C'était une erreur monumentale et nous allons payer très longtemps. On a fait la même erreur avec les caricatures danoises. Et ne pensez pas que ces choses se passent loin de chez nous. Plus rien n'est loin de chez nous aujourd'hui. Quand ça se passe quelque part, ça se passe ici aussi. Et c'est pour ça que nous sommes tous là aujourd'hui, parce que nous en avons conscience. Et nous devons arrêter d'être si naïfs sur... disons, notre relativisme moral. Il nous faut examiner l'histoire et la biologie dans les aspects les plus fondamentaux. Il faut vraiment bien comprendre sur quoi est basée notre culture ainsi que toutes les cultures authentiques, d'où qu'elles viennent. Comprendre que cette base est l'idée que la parole souveraine de l'individu constitue le pouvoir qui permet de transformer les possibles en une existence habitable et de restructurer l'ordre tyrannique lorsqu'il doit être restructuré. Et chacun de nous incarne cette puissance. C'est la divine présence en chacun de nous. Et je suis persuadé qu'il n'y a pas de vérité plus fondamentale que celle-là. Je ne crois pas qu'on puisse creuser plus profond que ça. Je pense que c'est la base, que c'est la fondation de notre maison, que c'est la pierre angulaire de notre maison. Et cela nécessite que chacun de nous confronte courageusement la tyrannie qu'il représente et l'inconnu qui l'entoure, travaille dans son propre intérêt et dans l'intérêt de sa famille et dans l'intérêt de sa communauté et fasse tout ce qu'il peut pour contribuer positivement au monde et vive avec la parole de vérité comme valeur primordiale. C'est ainsi qu'on améliorera le monde. Et on peut l'améliorer. On l'améliore déjà à grande vitesse, mais on pourrait le faire bien plus efficacement. Je crois fermement qu'il nous appartient de comprendre le rôle tout à fait fondamental de ces processus. Je sais que si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que nous en avons au moins l'intuition.
Nous savons qu'il y a quelque chose de tellement central dans la liberté d'expression que nous ne pouvons pas la laisser se faire attaquer sans réagir, où que cela se produise. Mais c'est très utile de l'exprimer clairement et de prendre conscience que c'est fondamental, que ce n'est pas quelque chose d'arbitraire et que ce n'est pas un simple jeu auquel on ne jouerait qu'en Occident. Pas du tout. C'est la vérité la plus fondamentale que l'humanité ait jamais découverte. Et nous sommes en train de la perdre pour notre plus grand malheur. Et ce malheur, ce n'est pas la mort. C'est pire que ça, parce qu'il y a des choses pires que la mort. Une chose pire que la mort, c'est l'enfer. Et nous en avons vu de multiples exemples au XXe siècle. Et quand nous laissons la liberté d'expression disparaître, c'est vers cela que nous allons. Et à moins de vouloir y aller, nous devrions cesser de nous y diriger.